Salut, c'est Hugo. Cette semaine, on va parler du droit de vote à 16 ans, du Soudan, de Julian Assange, de l'interdiction de la fourrure, de Disney et de Game of Thrones. Notre première actu, c'est le test d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, à l'occasion des élections européennes. Les élèves de 12 lycées de Paris vont pouvoir voter pour les européennes dans leurs établissements. Bulletins de vote, isoloirs, urnes, les conditions du réel seront respectées même si les résultats ne comptent pas pour les vraies élections du 26 mai et qu'ils seront publiés uniquement après le 26 mai pour ne pas influencer le scrutin. Anne Hidalgo est favorable au droit de vote à 16 ans et elle explique dans Le Monde qu'elle est convaincue que c'est, je cite, le bon âge pour prendre des bonnes habitudes en matière de démocratie. D'après la maire de Paris, on a constaté partout en France une sous-représentation des jeunes dans le grand débat national et elle estime pourtant que notre génération est extrêmement lucide sur son avenir et surtout très sensible à la question européenne. Aux dernières élections européennes pourtant, seulement un quart des 18-25 ans avaient voté dans toute l'Union européenne. Alors pourquoi? Eh bien d'après l'IFOP, si les jeunes ne prennent pas la peine de voter, c'est lié à un manque de représentativité et au sentiment que voter ne sert à rien. Pour les opposants au droit de vote à 16 ans, le taux d'abstention énorme chez les 18-24 ans est un argument de taille. En gros, les jeunes ne votent pas entre 18 et 24 ans, donc il y a encore moins de chances qu'ils votent quand ils sont plus jeunes. Mais ceux au contraire qui sont en faveur rappellent qu'à 16 ans, on est pourtant déjà considéré comme adulte sur certains sujets, on peut travailler et on est responsable d'un point de vue pénal, c'est-à-dire devant la loi. Dans certains pays comme l'Autriche, le Brésil ou encore l'Équateur, le droit de vote est fixé à 16 ans et d'autres pays comme l'Écosse et la Suisse l'ont déjà testé pour des élections locales. En tout cas, de mon côté, ne vous inquiétez pas pour les élections européennes, les vidéos arrivent dans les jours à venir. La deuxième actu est une actu internationale très importante. Elle concerne le Soudan où le président Omar al-Bashir, qui gouvernait depuis 30 ans, a quitté le pouvoir face à la pression du peuple. Les Soudanais manifestent depuis que le gouvernement a triplé le prix du pain dans le cadre d'une politique de rigueur il y a 4 mois. Après avoir demandé le soutien de l'armée, les Soudanais ont obtenu le départ du président. Élément important, Omar al-Bashir est sous mandat d'arrêt international pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre au Darfour, une région du Soudan. Là-bas, depuis 2003, la guerre civile a fait plus de 300 000 morts selon l'ONU et la Cour pénale internationale située aux Pays-Bas veut arrêter al-Bashir pour le juger. En tout cas, en attendant la mise en place d'un nouveau gouvernement, les chefs de l'armée affirment qu'ils vont remplacer le président al-Bashir pendant une période de transition de 2 ans. Or, des milliers de manifestants se sont rassemblés jeudi soir pour dire non à la mise en place de ce gouvernement strictement militaire de transition. Plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Union européenne, ont ordonné aux militaires d'intégrer les civils au processus de transition. Un des chefs de l'armée a tenté de rassurer la population en affirmant que le futur gouvernement sera, je cite, un gouvernement civil. En tout cas, promis, on vous tiendra au courant dans les semaines à venir. On continue avec l'arrestation jeudi à Londres de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Wikileaks, c'est une organisation non gouvernementale qui diffuse les informations de lanceurs d'alerte en faisant fuiter des documents parfois confidentiels. Par exemple, en 2010 et 2011, le créateur du site Wikileaks aurait aidé la lanceuse d'alerte Chelsea Manning à accéder à des milliers de documents confidentiels sur l'activité des États-Unis en Afghanistan et en Irak, avant ensuite de les diffuser au public. Les États-Unis veulent juger Julian Assange pour piratage informatique et demandent que le Royaume-Uni livre le militant. Depuis presque 7 ans, Julian Assange vivait dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Sauf que le nouveau président de l'Équateur, Lenín Moreno, est beaucoup plus proche des États-Unis que son prédécesseur. Il a donc décidé de lui retirer sa nationalité équatorienne et a autorisé le Royaume-Uni à l'arrêter. A noter que les États-Unis ne sont pas les seuls à vouloir juger Julian Assange. Au Royaume-Uni, très probablement par peur d'une arrestation, il ne s'est pas présenté au tribunal malgré une convocation, un délit passible d'1 an de prison. En Suède, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt depuis 2010 dans le cadre d'une enquête pour viol. Il nie en bloc ses accusations, l'enquête a été classée sans suite en 2017, mais son accusatrice compte réouvrir l'enquête. Bref, le 2 mai, Julian Assange passera devant un tribunal à Londres et les juges décideront s'il sera envoyé ou pas aux États-Unis pour être jugé. Si a priori aux États-Unis sa peine ne serait que de 5 ans de prison, eh bien les avocats d'Assange ont peur qu'il puisse faire face à des charges plus lourdes d'espionnage et ainsi risquer la peine de mort. L'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International s'inquiète du sort d'Assange et appelle le Royaume-Uni à ne pas le livrer aux États-Unis. Bref, la situation est très tendue, on suivra ça dans les jours à venir sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir.
Notre quatrième actu, c'est la fin des fermes à fourrure en Norvège. Une ferme à fourrure, c'est un endroit où on élève des animaux pour leurs poils. Ça peut être des renards, visons, lapins, castors. Chaque année, la Norvège produit 1 million de peaux d'animaux morts. Le gouvernement norvégien a présenté mercredi un texte visant à l'interdiction d'ici à 2025 des élevages d'animaux à fourrure. Plus précisément, ce projet de loi interdit la possession après 2025 d'animaux voués à être tués, je cite, en vue d'une vente ou d'une quelconque autre utilisation de leur fourrure. C'est une décision historique pour ce pays qui avait fait de la fourrure une de ses spécialités depuis plus d'un siècle. La Norvège représente aujourd'hui environ 1% de la production mondiale de peau de vison et entre 2 et 3% de la production de peau de renard. Le problème, selon certains, c'est que la fermeture des fermes à fourrure va mettre des Norvégiens au chômage. Le gouvernement a quand même choisi d'indemniser les éleveurs à hauteur de 52 millions d'euros. Mais pour les éleveurs, ce n'est pas assez et l'organisation Norges Pelsdyralslag, yes du premier coup, qui représente les professionnels du secteur, parle d'une trahison historique. D'après l'organisation, je cite, on nous propose quelques couronnes qui sont loin de réparer le démantèlement programmé des élevages. Au niveau européen, le Royaume-Uni, l'Autriche et les Pays-Bas ont déjà interdit les fermes à fourrure. L'Allemagne et la République tchèque ont promis qu'elles en feraient autant, en revanche, en France, rien n'est prévu pour le moment. D'après la fondation 30 millions d'amis, il y aurait une dizaine de fermes à fourrure dans notre pays. Pour finir donc, on fait le point sur l'actu film et série qui est assez lourde cette semaine. D'abord, Disney a donné des infos sur sa plateforme de streaming Disney+, qui débarque à 6,99$ par mois aux États-Unis le 12 novembre. C'est moins cher que la formule à 8,99$ de Netflix, le boss du streaming, avec 140 millions d'abonnés. Disney+ arrivera ensuite progressivement dans le reste du monde. Normalement, ce sera dispo au premier semestre 2020 en France, même si on ne connaît pas encore les prix en euros. Dans le catalogue, on retrouvera tous les films et séries de Disney, ceux de Pixar, les Star Wars et les Marvel. En plus de tout ça, il y aura l'intégrale des Simpsons et des programmes de la chaîne National Geographic. Le studio proposera aussi des contenus originaux sur le modèle de Netflix, avec notamment des séries issues des univers Marvel et Star Wars. En tout, dès le lancement de la plateforme, les abonnés pourront accéder à 7500 épisodes de séries, 400 films issus du catalogue historique et 100 films plus récents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Disney a bien saisi les enjeux du marché du streaming, qui est devenu le passage incontournable pour les grands groupes de médias et technologiques. Et d'ailleurs, dans le genre incontournable cette semaine, il y a aussi le grand retour de Game of Thrones. Game of Thrones, qu'on aime ou non, c'est la série la plus téléchargée et streamée au monde depuis 2012. Chaque année, la série générerait 1 milliard de chiffre d'affaires d'après les estimations du New York Times, et pour ce premier épisode de la dernière saison, certains disent qu'on pourrait atteindre le milliard de téléspectateurs répartis dans 170 pays devant leurs écrans. Plus largement, Game of Thrones, c'est la série de tous les records, déjà d'un point de vue économique, puisque le budget pour chaque épisode atteint 16 millions de dollars pour cette dernière saison. La série détient aussi des records en termes de récompenses, avec 47 Emmy Awards et 132 nominations. Enfin, dernier record pour le fun, en tout 174 373 personnages sont morts dans la série et seulement 2 de mort naturelle. Si Disney ou encore Game of Thrones vous intéresse, sachez qu'on a un format dédié spécifiquement à la culture sur Instagram. Ça s'appelle l'Instant Culte et ça vous permet d'avoir un résumé chaque semaine des actualités culturelles qu'il ne fallait pas manquer. Vous retrouvez tout ça directement sur Instagram, accompagné des actus du jour qu'on poste tous les soirs. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. A noter aussi que si ça vous chauffe, c'est possible qu'on fasse une vidéo sur Game of Thrones pour essayer de comprendre plus en détail le succès de la série, ainsi qu'une autre vidéo qui est prévue de comparatif des meilleurs catalogues de films et de séries entre toutes les plateformes de streaming. Si l'une de ces vidéos ou alors les deux vidéos vous intéressent, eh bien dites-moi ça dans les commentaires et on vous prépare ça. Le débat de la semaine, c'est le suivant: faut-il instaurer le droit de vote à 16 ans en France? Pour participer au débat, c'est très simple comme d'habitude, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, et puis vous pouvez aussi en débattre dans les commentaires. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, je vous mets des sources et différents liens dans la description si jamais vous voulez en savoir plus. On se dit à très vite.